Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Adami. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans cette vidéo, nous allons voir la naissance des politiques publiques. Alors, longtemps nous avons été impuissants contre la maladie épidémique. Les sociétés ont d'abord cherché à les contenir avant de mettre peu à peu, n'est-ce pas, en place des santé poussées par des grandes flambées de peste et de choléra. Les premières mesures d'intervention étaient des quarantaines, des lazarets, des passeports sanitaires, des préventions, de dépistage, des dispositifs qui fondent aujourd'hui encore nos politiques de santé publique. Quelles sont les leçons de l'Antiquité? Fuir vite et loin et revenir le plus tard possible. Cito, longe, tarde. Ce sont les conseils qui émaneraient d'Hippocrate, qui seront jusqu'au XVIIe siècle, XIXe siècle, amplement suivis lors des grandes épidémies. Pour le médecin grec comme pour le Galien et ses successeurs, la maladie se transmettait par l'air via les miasmes qui les corrompent. Pour s'en prémunir donc, il vaut mieux se retirer à la campagne où l'air est sain. Au IVe siècle, lors de la grande peste, la fuite prend des allures d'exode. Les populations qui n'ont gardé aucune mémoire de la peste, dites des Justiniens au VIIIe siècle, sont terriblement effrayées par cette maladie. Alors, au XIXe siècle, c'est le choléra qui pousse les populations d'Europe sur les routes, d'où l'expression de peur bleue. En référence à l'aspect cyanosé des malades. Alors, les techniques, c'était ce qui met en pratique notre conseil d'Hippocrate partout, de tout temps, dès les premiers signes d'épidémie. On cherche à purifier, selon l'historienne Marilyn Nico, spécialiste d'histoire de médecine médiévale. On met en tout des fumigations de grands feux dans lesquels on jette des parfums, des herbes aromatiques, le soufre, de l'encens, du myrrhe, de la résine et de mélèze. Et l'Hippocrate conseille donc les fumigations d'herbes aromatiques pour pouvoir s'en sortir. Face à la contagion, donc, il ne fut pas longtemps de salut que dans la fuite. Au Moyen Âge, des cités italiennes nous enseignent l'avant-garde des politiques de santé publique. Lorsque la peste noire réapparaît en 1347, les cités marchandes du nord de l'Italie sont les premières à réagir. Dès 1348, à Florence et à Venise, on crée donc une magistrature spécifique composée de 3 sages chargés de prendre toutes les décisions, afin que la santé soit conservée. Les cités donc fourbissent leurs armes au fil des flambées de peste avec des mesures dictées par la théorie aériste, mais aussi par les observations de terrain des autorités sanitaires. Car on perçoit intuitivement que le mal se transmet après contact avec les malades, les cadavres ou des objets les ayant appartenu. Des dispositions sont prises à partir de 1378 pour isoler les personnes contaminées ou soupçonnées de l'être. Déjà à Rague actuelle du Dubrovnik sous domination vénitienne, puis à Venise et à Milan, les pestiférés sont d'abord enfermés et émurés avec leur entourage dans leur maison, ce qui entraîne le plus souvent la mort de leurs occupants. Puis ils vont être contingencés dans des structures spécifiques hors des murs, les fameux lazarets. Le premier est créé à Venise en 1423 à l'île de Lazaret, Vecchio, pendant 40 jours en accord avec la doctrine hippocratique qui considère que les malades aigus de pandémie se terminent au-delà de ce temps. Des corps spécialisés sont mis en place pour nettoyer les rues et ramasser les cadavres, comme nous voyons dans le détail de cette frasque. Alors, dès 1399, Milan instaure une sorte de politique de dépistage. Le duché recrute des médecins et les autorités de quartier pour identifier les malades à partir du 15e, 16e siècle. Les nécrologes, ou ce qu'on appelle les listes de morts, sont dressées avec de façon spécifique quotidiennement par l'Office de santé, mentionnant les causes de chaque décès sur la base d'un avis médical. Alors, la peste noire joue un rôle donc d'accélérateur dans la prise de conscience des problématiques de santé et d'hygiène à Milan, qui instaure dès 1399 la première politique de dépistage. Ainsi, vous avez ces lazarets pour isoler les pestiférés, leur entourage. Les premiers lazarets sont créés en Italie et des costumes spécifiques sont habillés par ces médecins, généralement avec un bec dans lequel on plaçait des herbes aromatiques pour se protéger soi-même. Alors,
Marilyn Nicot dit qu'il faudra quasiment attendre un siècle pour que des règlements similaires soient appliqués ailleurs en Europe. En France, si Jean II le Bon promulgue en 1348 un édit prescrivant le nettoyage des rues dans les royaumes en cas d'épidémie, les premiers bureaux de santé n'apparaissent qu'au XVIe siècle. Pourquoi un tel retard? Les villes d'Italie centrale et on peut dire les villes d'Italie centrale et du Nord sont conscientes dès le XIIIe siècle déjà que la santé publique est indissociable d'une bonne gestion de la cité. Une ville doit être aussi belle que saine, insiste Marilyn Nicot. Dans cette époque, les médecins communaux sont chargés d'assurer un service minimum auprès des populations les plus démunies, selon la spécialiste. La peste noire a joué à bien des égards un rôle d'accélérateur d'expériences innovantes et une prise de conscience de la nécessité de la gestion des questions d'hygiène et de santé publique. Nous avons donc le contrôle de l'État vers le XVIIe et XVIIIe siècle vers un contrôle de l'État plus effréné. Au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, la lutte contre les épidémies donc change d'échelle. Si les modalités restent identiques, les connaissances médicales ont peu évolué. Elles gagnent en efficacité avec la montée en puissance des terres royaux. En France, la gestion des affaires sanitaires à partir de 1666 confiée aux intendants qui représentent le pouvoir royal dans chaque province. Dépendant directement des contrôleurs des finances Colbert. En cas d'épidémie sur le territoire dont ils ont la charge, il leur revient de coordonner les actions menées sur le terrain par les médecins, les chirurgiens, les curés et de veiller à leur mise en œuvre effective. Un premier succès est ainsi engrangé en 1667-1669 quand la peste réapparue à Amsterdam gagne le nord de la France. Colbert fait dresser un cordon sanitaire entre Rouen et Reims. Individus et marchandises sont systématiquement contrôlés par les troupes royales et si besoin mis en quarantaine en dépit des pressions des marchands. L'épidémie n'atteindra jamais ainsi Paris par lequel convergent pourtant les routes. La modalité de lutte varie peu à peu cette époque mais gagne en efficacité. À la fin du XVIIIe siècle, l'État renforce sa mainmise sur les affaires de santé publique à partir de 1750. Les intendants sont secondés par un médecin correspondant des épidémies. Lorsqu'il y a une augmentation brutale des décès dans une ville, c'est lui qui dépêche un médecin sur place pour qu'il établisse un diagnostic et prescrive le traitement adapté. La variole, l'inoculation et la vaccination. La variole est la première maladie infectieuse à bénéficier dès le XVIIIe siècle aussi, avec l'aide de l'État d'un traitement prophylactique alors mené, alors même que sa cause reste inconnue. L'inoculation ou variolisation qui consiste à piquer une pustule chez un malade pour récupérer le pus et l'inoculer ensuite à une personne saine à l'aide d'une aiguille était pratiquée depuis au moins le XIe siècle en Chine et de nombreuses régions d'Orient et d'Extrême-Orient. La variolisation sera détrônée 80 ans plus tard par la découverte d'Edward Jenner. Ce médecin anglais constate que les paysans travaillant au contact des vaches atteintes de cowpox ou vaccine, dont les pis sont couverts de pustules ressemblant à celles de la variole, n'attrapent jamais celle-ci. Il a donc l'idée de prélever leur pus et de l'inoculer à des enfants sains et constate qu'ils ne développent jamais la maladie, la variole, lorsqu'ils sont exposés. Les premiers vaccins de l'histoire est né. Alors, le 19e siècle, nous avons donc l'essor de quelque chose de nouveau, l'hygiène et les politiques de salubrité publique. Au 19e siècle, ce sont les grandes épidémies de choléra qui font évoluer les politiques de santé publique. L'insalubrité et mauvaise hygiène de vie sont désormais pointées du doigt. Mieux vaut attaquer donc l'épidémie sur son lieu d'émergence, au cœur des cités en privilégiant les principes prônés par les hygiénistes depuis les siècles précédents: assainissement des eaux stagnantes, nettoyage des rues, ramassage des ordures, aération des logements. Toutes ces méthodes donc sont des méthodes de santé publique et qui instaurent la paix sociale. On se rend compte que la santé publique et la politique deviennent indissociables en Angleterre par exemple. Ici à Paris, les autorités luttent contre l'insalubrité. Les employés de la préfecture de police de Paris désinfectent des appartements. Celui qui refuse d'obéir est passible d'une amende, voire même d'un emprisonnement à raison des risques qu'il fait courir aux autres. Il se développe très vite une sorte de médecine publique avec la création en 1848 d'un organisme central dédié. Le General Board of Health et la tenue de statistiques très précises sur les épidémies est en fait tenue. Après, on découvre des agents pathogènes de la tuberculose, du choléra,
qui marque le début des dépistages bactériologiques efficaces. Les cobayes humains et orphelins infirmes et détenus servent de cobayes. La médecine a eu largement recours aux expérimentations humaines pour comprendre la pathologie. On utilise le choix de se porter sur ceux qui ont le moins de valeur aux yeux de la société, tels que les condamnés à mort. Les besoins grandissants, les médecins se sont ensuite tournés vers les bagnards, les détenus, les prostituées, les infirmes, les indigents, les enfants abandonnés, les esclaves, les gens de colonies. L'Allemand Robert Koch teste des traitements à base d'arsenic contre les maladies du sommeil sur des indigènes africains. Walter Reed procède de son côté à des expérimentations rémunérées sur des soldats, des immigrants espagnols volontaires. En France, le dépistage, en particulier de la tuberculose, est à l'origine du dispensaire que nous connaissons, chargé de surveiller l'extension de la maladie à l'échelle des quartiers. Elle s'accompagne d'une politique générale de prévention et d'une politique sociale pour que les malades soient mis en quarantaine souvent et mieux nourris. Et nous avons aussi des potions, des amulettes, des autres remèdes qui étaient accompagnés dans ce système de santé. Combattre la maladie par le mal. Certains ingrédients relevaient de la magie comme des crapauds, les scorpions, les serpents. Contre la peste, les chimistes du Moyen-Âge concoctent des potions et emplâtrent à base de plantes ci-dessous de l'arsenic, de l'armoise, et tout ceci était mis en place. Voyez-vous, des charmes et des allumettes et des amulettes renfermant de l'arsenic ou du mercure étaient utilisés. Toutes ces médications étaient disponibles et eurent jusqu'au point de mise à jour des premiers vaccins en 1915. Alors, la semaine prochaine, nous avons donc des armes biologiques et l'histoire. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse.